Dernière table ronde de notre journée sur une autre tendance qui a peut-être été renforcée par la crise du coronavirus. Les médias gratuits, c'est fini ou presque. On va en débattre avec nos 4 invités. Claire Léost, vous êtes directrice générale de CMI France et vous êtes avec nous sur le plateau. Fabrice Bazard, vous êtes directeur des services numériques et des systèmes d'information de Ouest France et vous êtes avec nous en duplex. Louis Dreyfus, Ok, on y va. président du directoire du groupe Le Monde et vous êtes avec nous en plateau. Et Pierre Louette, vous êtes PDG du groupe Les Échos Le Parisien et vous êtes avec nous en duplex. Louis, une première question d'actualité pour commencer. Si Joe Biden est élu président des États-Unis le 14 décembre, est-ce que cela peut handicaper la stratégie payante du New York Times, tout comme la victoire de François Mitterrand avait un peu carbonisé les ventes du Canard enchaîné et de Charlie Hebdo à l'époque? Ça va peut-être ralentir la croissance, mais le fait que la croissance du New York Times repose sur une prise d'abonnement massive fait qu'après, ce sont des seuils, à mon avis, en dessous desquels on ne retombe pas. Donc, ça assoit un modèle économique très fort. Je vais vous donner un chiffre pour Le Monde. Cette année, donc en 2020, les revenus de l'abonnement pur numérique du Monde devraient s'approcher des 40 millions d'euros. Donc, quand vous avez ce type de revenus qui vont être en croissance, c'est-à-dire que 2021 sera forcément supérieur, évidemment, vous pouvez financer des rédactions, vous pouvez financer des développements, et ça permet d'asseoir. Donc, même si la conjoncture peut être moins forte les années suivantes, et ce sera probablement vrai pour le New York Times, alors vous gardez quand même un socle très très fort, et ça permet de consolider un modèle économique qui, jusqu'à très récemment, était très fragilisé par la conjoncture publicitaire ou par la difficulté à trouver des kiosquiers ou des kiosques ouverts. Pour refaire un peu le point, le groupe Le Monde, c'est 40 millions d'euros, vous venez de le dire, mais c'est combien d'abonnés et combien vous en avez gagné? Et est-ce que la crise du coronavirus vous a permis de mettre un coup de boost? Il y a 10 ans, quand moi j'ai pris mes fonctions à la tête de ce groupe, nous avions 20 000 abonnés purs numériques. En 2016, nous avons atteint les 100 000 abonnés purs numériques. En fin 2019, nous avons atteint les 200 000 abonnés purs numériques. Nous avons atteint le seuil des 300 000 en juin 2020, donc aidé en cela par le premier confinement. Et nous devrions finir 2020 avec environ 350 000 abonnés purs numériques. Donc on est sur une croissance qui est très très forte et une croissance des abonnés numériques qui va de pair avec une croissance des revenus de l'abonnement numérique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une baisse du revenu moyen, bien au contraire, on est plutôt sur une croissance du revenu moyen par abonné numérique. Voilà, donc on est sur une masse qui commence à devenir très importante et qui, en 2021, nous permettra de financer entièrement la rédaction du Monde, c'est-à-dire ces revenus de l'abonnement numérique du Monde nous permettront de financer entièrement la rédaction du Monde. Est-ce que la croissance des abonnés numériques a dépassé la décroissance des abonnés papier? Alors, on est sur, pour vous donner les chiffres de diffusion payée, donc qui fait la somme des kiosques, des abonnés papier et de l'abonnement numérique, on est sur une croissance annuelle pour Le Monde qui est de l'ordre de 20%. C'est-à-dire qu'on dépasse aujourd'hui, mois après mois, les 400 000 exemplaires payés tous les jours, qui sont un record historique pour Le Monde. Donc on est sur une croissance très forte, effectivement. Claire, ça doit vous donner l'eau à la bouche d'entendre ces chiffres-là, puisque vous venez de passer, elle, en payant, et vous avez notamment dit le modèle du gratuit financé par la pub a atteint ses limites. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal pour la presse féminine qui a toujours été largement payée par la publicité? Oui, c'est vrai. C'est vrai que la presse féminine, historiquement, notre modèle, c'est la publicité, puisqu'un titre comme Elle, par exemple, tire 80% de ses revenus de la publicité. Mais c'est vrai que c'est un modèle qui a un peu vécu et on s'est rendu compte cette année que les annonceurs étaient extrêmement volatiles. On l'a vu à l'occasion de la crise et c'est bien normal, alors que les lecteurs, et notamment les lectrices chez nous, étaient restés extrêmement fidèles sur le kiosque, sur l'abonnement, sur l'audience digitale. Et donc le paradoxe qu'on a, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'audience sur cette marque et en même temps on a des revenus publicitaires qui stagnent, voire qui diminuent, d'où la nécessité d'aller développer une source de revenus complémentaire avec les abonnements numériques. Quels sont vos objectifs sur cette nouvelle offre d'abonnement? Alors, on a un objectif de 100 000 abonnés à horizon 3 ans. La difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas, on est un peu pionnier dans la presse féminine, c'est-à-dire qu'on n'a pas le modèle des grands quotidiens américains dont vous parliez tout à l'heure et qui ont inspiré les grands quotidiens français.
On ne sait pas sur le féminin ce qui va convertir des abonnés. Est-ce que ce sont les articles chauds, l'actualité? Est-ce que c'est la mode, la beauté, la cuisine? Donc c'est vrai qu'on est en train d'explorer le champ. Et l'autre difficulté, c'est qu'on n'a pas une rédaction de quotidien, on n'a pas 300 ou 400 journalistes, on en a plutôt 50. Donc il faut arriver à créer un réflexe quotidien avec du contenu quotidien pour les femmes, avec une rédaction qui est plus limitée. Donc c'est toute la difficulté pour la presse magazine, qui a des moyens plus limités. Et en même temps, ce qui est intéressant, ce qu'on observe sur les conversions, c'est que sur Elle, par exemple, on a 25% des gens qui s'abonnent à la version abonnée payante qui choisissent aussi le print. Parce que finalement, il y a une expérience de magazine qu'on a envie de retrouver sur le print. Justement, est-ce que vous modélisez, vous, une baisse de vos abonnés magazine? Parce que c'est vrai que sur la presse quotidienne, il y a eu une baisse des abonnés papier et puis même du réflexe kiosque. Est-ce que vous modélisez aussi une baisse des abonnés magazine ou est-ce que vous modélisez plutôt une stagnation des abonnés magazine et une croissance des abonnés numériques? Alors, on avait prévu une stagnation et on n'avait pas forcément prévu que les abonnés au numérique prendraient aussi la version print. Ça, on a été très surpris de le Il y a découvrir. l'effet Coffee Table Book ou... Exactement, notamment pour tout ce qui est mode, série mode, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable de les consommer sur le print. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas pris en compte et on est agréablement surpris de voir qu'il y a aussi que ça peut nous permettre aussi de développer le print. Pierre Louette, vous avez une double casquette avec les Échos qui ont fait de l'abonnement il y a très très longtemps et le Parisien qui y allait plus tard. Est-ce que la stratégie du payant peut fonctionner sur tout type de médias, sur un média comme le Parisien qui est plutôt généraliste grand public, comme sur un média, les Échos, qui est très B2B, avec de l'analyse économique très, très, très forte? Bah oui, c'est sûr, c'est pas tout à fait les mêmes modèles. Nous, on est en train d'assister aux Parisiens à une véritable explosion des abonnements numériques, ce que Louis décrit depuis 10 ans et qui avait commencé même pas mal avant, en fait, dans les années 2000 avec le monde interactif et compagnie. Le Parisien, il le vit depuis 3-4 ans. On a fait x6 en termes d'abonnés numériques en 2 ans. Donc, on partait de pas Vous en grand-chose. avez combien aujourd'hui? On arrive à 40 000. Et moi, quand je suis arrivé dans le groupe, on était à 6 000, en fait, 6 000, et depuis plusieurs années. Avec des stratégies qui ont été, on va dire, incertaines et qui ont effectivement pas misé beaucoup sur le développement du portefeuille d'abonnés numériques parce que peut-être nos prédécesseurs n'y croyaient pas beaucoup. Alors qu'en fait, on constate là depuis 2 ans qu'on augmente les prix. Nous, on ne fait aucun abonnement à 1 euro, ni aux Parisiens, ni aux Échos. Donc, c'est différent par rapport à d'autres acteurs. On a une stratégie de maintien et même d'augmentation du prix. Et pour l'instant, on constate que ça n'entrave pas, bien au contraire, le développement du portefeuille d'abonnés. Alors, évidemment, comme tout le monde, on mise sur le portefeuille d'abonnés numériques. Aux Échos, c'est différent. Ils sont partis après Le Monde, mais dans les années 2010, quand même, ils ont commencé, 2012, à le faire. Et aux Échos, c'est certainement dit plutôt du B2B2C, hein, c'est plutôt les entreprises qui abonnent leur cadre aux Échos. Et là, on va arriver à 10 années d'augmentation de la diffusion quand on prend le papier plus le numérique. Donc, c'est vraiment une stratégie de transformation digitale qui a déjà réussi aux Échos et qui est en plein essor aux Parisiens. Et est-ce que vous disiez que vous ne faisiez pas d'offre à 1 euro? Beaucoup d'éditeurs qui en ont fait ont constaté des taux de churn très importants. Est-ce que c'est pour cette raison-là? C'est pour une raison de valeur. Moi, je pense que la presse, mais c'est hyper facile à dire après, mais il y a eu un moment où la presse était gratuite en ligne. Et moi, j'ai vécu ça, j'étais PDG de l'AFP encore Elle avant. était même gratuite sur papier avec 20 minutes et métro. Il y a eu aussi ça, c'est vrai. Bon, mais c'était ceux qui étaient gratuits en ligne étaient des gens qui étaient payants en papier, qui se mettaient gratuitement en ligne. Je me suis toujours demandé pourquoi autant d'intelligence réunie s'était dit peut-être, je sais pas, en ligne on va l'offrir, en papier on va le vendre. Bon, c'est une connerie majeure quand même, fondamentale, et dont on paie encore les compétences, les conséquences maintenant. Donc il y a eu ensuite une phase où il fallut passer du gratuit au payant. C'était pas si facile. Et je pense qu'on est en train tous de le réussir. Alors nous, on n'a jamais voulu aux Échos sacrifier la valeur. C'est un journal qui a énormément de valeur pour ses lecteurs parce qu'il crée beaucoup de valeur. Donc il en apporte, il permet d'en créer. Donc ça, c'est un abonnement qui est cher. Et puis aux Parisiens,
on est parti de fort bas et on a augmenté en se disant, après tout, on va apporter de plus en plus de valeur. C'est d'ailleurs tout l'esprit de la réforme du Parisien qu'on est en train de mener actuellement, qui est de faire des papiers plus longs, des papiers qui convertissent. On voit maintenant de façon très claire, parce qu'on a investi beaucoup dans la data, parce qu'on a investi beaucoup dans le parcours d'abonnement, que tel ou tel papier va faire 50, 100, 200 abonnements, parce qu'il est derrière le paywall, il est à un endroit où il est réservé aux abonnés, et les gens s'abonnent pour y accéder, parce qu'il y a de la valeur sur l'immobilier, sur la sécurité, sur la santé, toutes les thématiques qu'on est en train de creuser. Après d'autres, hein, je ne dis pas qu'on a inventé ça, mais on est en train de le faire maintenant avec un succès réel. Fabrice, le groupe Ouest France compte aujourd'hui 140 000 abonnés au digital, mais vous dites vous-même qu'en fait, vous concevez votre plateforme numérique plutôt comme un tunnel de conversion au sein duquel la pub et le payant sont complémentaires. Alors oui, effectivement, on a 140 000 abonnés numériques payants, hein, bien sûr. Vous avez des 1 euro en dedans fait, ou pas? oui, il y en a, oui. Et vous Mais- êtes content mais- du taux de churn ou qu'est-ce que vous pensez de ces offres à 1 euro? Alors, ces offres à 1 euro, on estime que c'est un démarrage qui est intéressant. Effectivement, on a un taux de churn à l'issue de cette phase-là qui est plus élevé que, évidemment, au bout d'un an. Et d'où tout l'intérêt de travailler l'engagement, et on y reviendra, je pense, tout à l'heure. Il faut absolument développer des usages de nos abonnés et réussir à les fidéliser, à augmenter la durée de vie. On n'atteint pas encore la durée de vie du print sur le numérique, mais on réussit sur nos offres numériques à être, selon le type d'offre, entre 18 mois et 35 mois, donc ce qui commence à être des durées de vie très intéressantes. Et pour répondre à votre question sur le tunnel de conversion, alors, d'abord, je vous rassure, on voit notre plateforme comme une plateforme qui informe, mais ensuite, en termes de tunnel de conversion, notre finalité, c'est bien sûr l'abonnement dont on vient de parler, mais on sait désormais que pour réussir cet abonnement, il faut des gens nombreux engagés, et pour avoir des gens nombreux engagés, il faut beaucoup d'audience. Donc pour atteindre, et si on regarde sur une période assez longue, chez nous, si on regarde sur 3 ans, les 3 dernières années, on a fait x3 en audience et on a fait x3 en abonnement. C'est facile à retenir. Donc l'audience est très importante. Après, elle ne vient pas comme ça sur l'abonnement. Effectivement, il faut la travailler. Il faut la travailler avec des contenus enrichis. On a développé, par exemple, toute une série, tous des formats enrichis qui s'appellent Novi, qui parlent d'informations générales, mais qui parlent aussi du quotidien, de la vie des gens. Et cette association entre l'information générale et ce que vivent les gens au quotidien réussit à transformer, parce qu'on va toucher des communautés, voire parfois des micro-communautés, qui permettent d'atteindre un taux de transformation plus intéressant, en tout cas pour nous, que sur de l'information générale. Louis, vous êtes le média français qui a le plus réussi aujourd'hui sur l'abonnement. Quels ont été les leviers qui vous ont permis de gagner tous ces abonnés? On a beaucoup parlé de Facebook à un moment, ce qu'avait fait le monde avec Facebook, ce que fait le monde avec Subscribe with Google. D'ailleurs, il y a eu hier la signature de l'accord sur les droits voisins avec Google qui rentre peut-être aussi en ligne de compte sur le recrutement des abonnés. Aujourd'hui, quels sont les leviers que vous utilisez? Alors d'abord, le premier levier qu'on a utilisé et qu'on revendique depuis assez longtemps avec les actionnaires du Monde, donc avec Xavier Niel et Mathieu Pigasse, c'est qu'on a investi dans la rédaction du Monde. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y avait 310 journalistes. Aujourd'hui, on doit en avoir 470. Donc ce que Claire Léos disait justement en disant avec une petite rédaction, c'est compliqué de gagner des abonnés, on est tout à fait d'accord, c'est pour ça qu'on a investi massivement, pas d'un coup, mais année après année, au fur et à mesure que l'abonnement rapportait des revenus supplémentaires, on réinvestissait dans la taille et la qualité de la rédaction de manière à pouvoir produire plus de contenu exclusif et d'avoir une compréhension plus large, d'offrir une compréhension plus large du monde qui nous entoure. Donc, première chose, c'est on a investi dans la qualité et la quantité des contenus. La deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a progressivement monté le taux d'articles payants sur le site et notamment sur la homepage. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, on devait être à 25 ou 30% d'articles payants. Aujourd'hui, on approche les 60%. La troisième chose qu'on a faite, c'est qu'on a investi dans l'audience gratuite. Et c'est ce qui vient d'être dit est très juste. C'est-à-dire si on veut avoir des abonnés payants en croissance, il faut qu'on ait une audience gratuite en croissance. Donc on a investi sur la croissance de notre audience gratuite,
notamment avec l'initiative en direction des plus jeunes classes d'âge. Ça veut dire qu'on a été le premier média français sur Snapchat. On doit compter aujourd'hui 1,5 million d'ados français qui tous les jours ouvrent l'édition du Monde sur Snapchat. On est allé sur YouTube, on a une chaîne YouTube. On voit bien que ces initiatives, 1 an ou 1 an et demi après, se retrouvent dans la progression de nos chiffres d'abonnés numériques. Et puis effectivement, la dernière chose, c'est qu'on a travaillé de manière très efficace et intelligente avec d'abord Facebook, puis Google, en veillant à ce qu'à aucun moment ils aient la moindre influence sur la qualité de nos contenus ou sur même les contenus qu'on diffuserait, ni même sur nos données, mais qu'on a considéré qu'ils avaient une expertise très forte sur des métiers qui étaient plus nouveaux pour nous. Donc on a commencé à travailler avec Facebook. Facebook, très concrètement, nous a aidés sur 2 choses. Nous a aidés à évaluer quel était notre potentiel de reach en termes d'abonnés payants sur le marché francophone. Quand Jérôme Fenoglio et moi, on a fixé l'objectif d'1 million d'abonnés numériques pour le monde.fr, c'est suite à beaucoup de travail avec les équipes de Facebook. On avait fixé cet objectif pour 2025, compte tenu du rythme de croissance. On est aujourd'hui plutôt sur fin 2023. Et puis, ils nous ont aidés à former nos équipes pour mieux monitorer le coût de recrutement par abonné. Donc ça, c'est Facebook qui a été le premier acteur avec lequel on a très bien travaillé sur le recrutement d'abonnés. Plus récemment, on a travaillé avec Google, en l'occurrence depuis le début de l'année, avec Subscribe with Google, qui aujourd'hui apporte un peu moins d'un tiers des nouveaux abonnés. Donc c'est important. Et donc on va continuer à travailler parce que ce sont des acteurs qui, si on sait en tirer les meilleurs bénéfices tout en restant très strict sur notre indépendance, peuvent nous apporter beaucoup. Donc si je subscribe with Google, je paye seulement moitié prix, quasiment sur le prix de l'abonnement. Non, c'est au moment du recrutement. Oui, au moment où je m'abonne, je paye moitié prix. Et du coup, c'est Google qui compense la différence. Voilà, donc pour nous c'est neutre. C'est-à-dire que le revenu, j'entendais la discussion sur les 1 euro, nous, personne ne paye 1 euro passé le premier mois. Personne. Donc les chiffres d'abonnés numériques qui sont en croissance, vous voyez, le churn, il n'est pas tellement important puisque entre l'an dernier et cette année, de date à date, on doit avoir une croissance de 50,1% de notre revenu abonnés et de 47% de nos volumes. Donc on a plutôt une croissance même du revenu moyen. Panier moyen, ouais. D'accord. Et est-ce que, la question quand même, quand on s'allie avec Facebook et Google, est-ce que derrière, il ne peut pas y avoir des interférences au niveau des contrats que vous pouvez choisir, de l'ad server que vous allez pouvoir choisir, des systèmes que vous allez pouvoir utiliser? C'est neutre pour vous? À plusieurs reprises, on a eu l'occasion de refuser des offres de Google. Je me souviens quand Google a lancé quand il y a de nouveaux formats qui ont été lancés, promus soit par Facebook, soit par Google, on les a refusés en considérant qu'on ne voulait pas diluer la marque. On a des outils qu'on a eu l'occasion de refuser en disant on n'est pas d'accord. Après, quand ils proposent des outils qui peuvent être les meilleurs outils du marché, on regarde de manière attentive, mais on fait très attention à séparer les problématiques d'abonnement des autres problématiques qu'on peut avoir dans le groupe, qui est un groupe assez large. Et ma dernière question, sur Internet, les plateformes comme Netflix ou Spotify ont créé une sorte de dogme. Quand on paye, il n'y a pas de pub. Si je vais sur Spotify, si je paye, j'ai 0 pub. Si je vais sur Netflix, j'ai 0 pub. Est-ce que ça veut dire que en recrutant des abonnés payants, vous coupez la publicité pour ces abonnés-là? Et est-ce que vous coupez un bras dans un sens, ou est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir quand même aussi les monétiser avec de la publicité? Alors, 2 choses. D'abord, Netflix et Spotify ont eu un énorme bénéfice sur le marché occidental, c'est qu'ils ont développé l'usage du payant. C'est-à-dire que vous avez des millions de personnes en France qui ont accepté l'idée qu'ils pouvaient payer pour un produit numérique. La croissance des abonnés des grands médias français sur le numérique vient aussi de ça. Première chose. La deuxième chose, c'est que, en l'occurrence, nos abonnés numériques lisent beaucoup plus et beaucoup mieux notre site et les articles que les lecteurs gratuits. C'est-à-dire qu'ils passent en gros 51% plus de temps que les lecteurs payants. Donc pour un annonceur qui serait dans l'environnement payant, il sera plus et mieux valorisé
que celui qui est dans le gratuit. D'abord parce qu'il y a moins d'espace publicitaire et parce qu'il est plus regardé. Et d'ailleurs, mais est-ce que l'utilisateur voudra de la publicité sachant qu'il a payé? alors on a une croissance de nos abonnés payants, on vous l'a dit, de l'ordre de 50%, et qui va de pair avec une croissance de nos revenus publicitaires. C'est-à-dire concrètement cette année, donc à date, on a une croissance dans un marché qui a été catastrophique pendant 3 mois. On a une croissance de 5% de nos revenus publicitaires et de 15% du programmatique sur les 10 premiers mois de l'année, sans pour autant que nos abonnés se désengagent ou nous reprochent ce financement. Donc on est sur quelque chose qui est très vertueux, c'est-à-dire que la régie revendique less is more, et effectivement, c'est quelque chose qu'on assume. Donc il y a moins d'espace publicitaire, mais ils sont mieux valorisés et plus regardés. Et donc je pense qu'on peut mener de front, en parallèle, une stratégie ambitieuse commercialement en termes publicitaires et en termes d'abonnés numériques. Claire, quand on parle justement d'avoir du gratuit, de la pub, du payant, beaucoup de médias américains mettent en place un poste de Chief Revenue Officer. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous regardez? C'est un poste qui aurait du sens chez CMI France? Oui, absolument. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a segmenté l'ensemble des audiences duel. Et donc, une personne qui vient, par exemple, tous les jours, plusieurs fois par jour, on va avoir tendance à lui pousser l'offre paywall, alors que quelqu'un qui vient une fois par mois, on va plus l'exposer à la publicité, à une newsletter, essayer de le faire venir plusieurs fois et créer d'abord de la récurrence et de la fidélité avant de lui balancer un paywall. Mais ce qui est spécifique à la presse féminine, c'est que dans la presse féminine, la publicité fait partie du contrat de lecture. C'est-à-dire que la lectrice, elle veut son contenu, mais elle veut aussi avoir la nouvelle campagne Chanel, le nouveau sac Vuitton, la nouvelle égérie Dior ou je ne sais quoi. Et donc ça, il faut bien le retrouver aussi dans le paywall. C'est-à-dire que la lectrice qui va s'abonner au paywall, elle veut retrouver aussi ces campagnes-là. Donc on a créé des formats spéciaux, des formats événementiels pour qu'elle retrouve son environnement du journal et les campagnes auxquelles elle est attachée et qu'elle ne veut pas rater parce qu'elle serait dans le paywall. Donc c'est un peu différent de la pression publicitaire qu'on met au pas sur un quotidien parce qu'il y a une spécificité de cette presse. Mais ce poste, effectivement, il a totalement son sens et aujourd'hui, en fonction du segment d'audience, on va l'orienter plus vers un paywall, plus vers de la publicité, plus vers du e-commerce, selon son profil et selon le segment auquel il appartient. Pierre Louette nous disait tout à l'heure qu'il y avait des contenus qui transformaient mieux. Est-ce que vous, il y a des contenus du coup que vous êtes en train de créer sur elle qui n'auraient pas été créés s'il n'y avait pas eu le paywall? Est-ce qu'en gros, on passe d'un clickbait à un paywall bait sur certains contenus? Oui, complètement. Par exemple, en ce moment, il y a le procès d'Aval. On feuilletonne sur le procès d'Aval. On a quelqu'un qui fait un compte-rendu tous les jours de l'audience. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait avant dans un journal féminin, mais qui permet de convertir beaucoup d'abonnés parce qu'on sait que le fait divers, ça fonctionne. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a une palette de contenus qui transforme, qui va du cours de Pilates, qui transforme très bien, au procès d'Aval, aux élections américaines. Donc, pour l'instant, c'est un peu tôt pour dire quels vont être les key content en transformation, parce que la palette est extrêmement large entre de la gym, de la cuisine, de l'infogéné, de l'actu très chaude. Mais c'est aussi une force d'avoir cette palette où on est crédible aussi bien sur de l'information chaude que sur de la mode ou de la beauté ou de la cuisine ou de la déco. Voilà. Pierre Louette, au Parisien, vous visez 200 000 abonnés numériques. L'une des caractéristiques des offres d'abonnement numérique et du payant, qu'il y a notamment sur le New York Times et qu'il y a aussi beaucoup sur Le Monde, c'est qu'il y a aussi des services qui sont inclus. Il n'y a pas seulement des contenus, il y a plein de services. On peut parler des newsletters du Monde, il y en a plein. Et le New York Times a une palette de services qui est absolument dingue. Est-ce que vous envisagez d'enrichir l'offre du Parisien de services pour fidéliser ses abonnés? Parce que c'est bien beau de les recruter, mais encore faut-il après qu'ils restent. Ah oui, nous, on a une structure qui est assez simple aujourd'hui dans le groupe. La moitié de nos revenus viennent encore de la diffusion, 25% des abonnements et 25% de la diversification en fait, qu'on a menée et qui nous aide beaucoup cette année encore à bien des points de vue, sauf les salons événements qui sont un peu plus compliqués, mais même si on les transforme, comme c'est le cas ici, largement en événements digitaux. Donc, du côté des abonnements, ça, je l'ai dit, nous, on fait plus 54% cette année. Donc, c'est vrai que c'est un taux de progression important du total de nos abonnés. Et je ne parle pas des
des 60 millions d'abonnés de Mezzo, parce que là, évidemment, on est dans la télévision, les chiffres sont un peu différents de ceux qu'on peut connaître dans la presse. Tout le monde applique assez fidèlement ce qu'il a appris au Washington Post et au New York Times. Enfin, en gros, il y a un modèle qui se décline un peu partout et qu'on fait avec, effectivement, aussi pour nous, ce mix entre de l'audience et puis de l'audience qu'ici ou là, on resserre. L'inventaire des Échos, par exemple, a beaucoup de valeur. Il n'y en a pas énormément, donc il se vend effectivement très bien. On gère cette pénurie parfois, tout en n'oubliant pas de développer globalement l'audience et la diffusion. Comme je disais, pour les Échos, ça fait près de 10 ans d'augmentation d'affilée. Donc voilà, il faut jouer sur tout ça à la fois. Alors ensuite, la rétention, évidemment, c'est le grand enjeu pour tout le monde. Et là aussi, le New York Times et les autres nous ont appris à tous que faire des newsletters, c'est bien. Certaines ont un succès incroyable. Toutes ne sont pas réplicables. La newsletter consacrée au fooding marche très bien chez nous, y compris d'ailleurs sur Snapchat, mais on n'aura jamais la force de la dinde de Thanksgiving qui fait la fortune de celle du food au New York Times. Bon, il y a des différences culturelles aussi qui se jouent, mais on a des newsletters qui marchent de plus en plus. On en a une dizaine déjà aux Parisiens. Moi, je suis plutôt en train de me dire qu'il ne faut pas non plus les multiplier à l'infini et faire une sorte de pruning, comme on dit dans les newsletters. Imaginez des newsletters locales où, quand je suis abonné aux Parisiens, j'ai la newsletter de Meudon si j'habite à Meudon. C'est quelque chose qui est imaginable ou ça coûte trop cher à faire et c'est pas forcément. J'ai l'impression, elle est déjà en partie sur Facebook, cette newsletter. En fait, les groupes de gens qui s'intéressent à l'information la plus locale, ils partagent le résultat du match entre Chambly et Villetaneuse, ceux que ça va intéresser, et ils sont quelques-uns quand même, heureusement, ils vont le trouver, ils vont le partager entre eux. Donc on ne va pas aller trop loin dans l'hyper-localisation, mais effectivement, on se réserve le droit de relancer ici ou là des newsletters sur des bassins de population qui sont, voilà, le Grand Paris est déjà quelque chose, une grande maille pour nous, mais on va aller de plus en plus en profondeur. On le fait déjà avec nos éditions départementales. Les newsletters sont un très joli outil, effectivement, qu'on développe de plus en plus, mais aussi, je voulais en dire un mot, la façon dont on fait passer du temps aux gens sur nos sites est importante. Et pour ça, la vidéo, qui est en pleine explosion chez nous actuellement, mais également l'infographie, Le Monde en fait aussi, qui sont très jolies, l'infographie animée. Ça fait en sorte que les gens viennent, reviennent, et ce sont des lieux de référence et de temps passé. C'est important pour nous également. Et pour vous, avoir des abonnés payants, ça ne veut pas forcément dire sacrifier la publicité. Pour vous, on peut diffuser de la publicité à des abonnés payants. Ah non, il y a des endroits, quand je suis en mode abonné, je ne verrai pas la publicité dans une bonne partie de ma fréquentation du site, ou pas du tout même. D'accord. J'en suis au fond dispensé. Vous êtes plutôt sur un modèle où vous enlevez la publicité aux abonnés payants. Oui, absolument. Absolument. Mais donc, c'est pour ça aussi que la régie parfois dit, mais est-ce qu'on va avoir encore assez d'inventaire? Oui, il y en a, parce qu'on a tout un volant de gens qui ne sont pas abonnés, qui nous fréquentent et qu'on va essayer, et souvent c'est ça où les parcours de conversion sont intéressants, dont on va essayer de faire des abonnés de plus en plus, mais qui en attendant voient la publicité. Et puis on a la publicité aussi sur l'ensemble des sites du groupe. Et est-ce qu'il n'y a pas une problématique d'engagement de la régie, c'est-à-dire d'engagement des commerciaux? Parce que des commerciaux à qui on dit, bah écoute, t'es plus notre priorité, parce que la priorité c'est l'abonnement, et puis d'ailleurs on va pas diffuser de pub aux abonnés. Comment on fait pour les motiver quand même, la régie dans ces cas-là? Il y a plein de choses. D'abord, on a une régie qui a inventé en fait un nouveau format qui se développe extrêmement bien aujourd'hui et qui est très résilient, justement en période de pandémie, comme on a découvert cette année, qui nous permet de ne pas avoir de baisse. C'est ce qu'on appelle des grands programmes. On a des annonceurs qui s'associent à telle ou telle partie, comme c'est le cas pour le Financial Times aussi, telle ou telle partie du site, par exemple. L'onglet Planète dans le site internet des Échos est fait avec le soutien de Rolex, par exemple. Voilà, c'est indiqué assez clairement. C'est un contenu journalistique tout à fait indépendant, mais on est soutenu comme Google va soutenir des programmes d'abonnement ou prendre en charge 3 mois d'abonnement au Monde. Je crois que c'est ça la formule qui est sur le site du Monde. 3 mois pris en charge par Google. Bon, voilà, donc il y a des soutiens qui sont apportés, mais évidemment dans l'indépendance totale des rédactions. Donc ça, c'est très résilient. C'est un programme qui engage un annonceur à travers une association à des contenus, mais souvent des événements et pourquoi pas en plus des pages de publicité papier et des bannières et tout le programmatique qu'on peut imaginer. Donc c'est un truc plus complexe. Ce qui a beaucoup souffert au début dans le premier épisode de la pandémie, là, ça a été les suppressions de pages. Là, il y a un moment où on a tous vu quand même tomber les pages. Et puis c'est beaucoup moins fort au deuxième épisode.
Et après, chacun bénéficie du mix publicitaire qui est le sien. Elle a le sien. Le Parisien, par exemple, a vu la pub redémarrer très fort et même dépasser les objectifs, et même dépasser l'an dernier, parce que l'automobile, la mutuelle, l'assurance, tout ça est revenu en force, la grande distrib, et que le Parisien en est un réceptacle tout à fait privilégié. Alors, on va demander à Fabrice ce qu'il en est chez Ouest France. Est-ce que vous, comment vous gérez la pression publicitaire entre l'anonyme, l'inscrit, l'abonné, l'ex-abonné peut-être? La pression publicitaire, au départ, on l'a gérée en fonction de 3 profils. Donc un profil anonyme, bien sûr, qui a la publicité, on va dire, classique. Et on avait fait 2 segments d'abonnés qui avaient une pression publicitaire qui était plus faible, entre autres parce que, comme on l'évoquait tout à l'heure, à partir du moment où vous êtes inscrit ou abonné, tout l'enjeu, notre obsession, c'est la rétention. Et pour avoir de la rétention, il faut proposer, ça a été évoqué, des contenus plus enrichis. Donc, on va substituer de la publicité par des contenus enrichis. Et on veut une fréquence la plus importante possible, que les gens reviennent idéalement tous les jours. Parce que si votre abonné il n'est pas le plus actif possible, vous allez le perdre. Donc, on a fait un travail très important, encore une fois, sur la data, pour bien comprendre ça et gérer ces 3 profils. Et actuellement, on va aller plus loin, puisqu'on est en train de définir 6 ou 7 peut-être profils, et qui auront notamment, pas que, mais une gestion de la publicité adaptée. Merci. Claire, pour finir, il y a des titres qui vont rester gratuits totalement chez CMI France? Alors, je pense que c'est un chemin qui va se développer pour l'ensemble de la presse magazine, le chemin du paywall. Donc nous, on a commencé par Elle et Marianne, parce que c'était le plus naturel et le plus facile. Mais on a dans les tuyaux d'autres projets sur le people, sur la télé. Donc je pense qu'on est en train de tracer un chemin et que le paywall pour la presse magazine, c'est quelque chose qui va se développer énormément dans les années à venir. Merci à tous les 4 de votre participation. On regardera ce qu'il en sera l'année prochaine et donc peut-être fin 2023, le premier million pour la presse française. Et je vous propose de rester dans l'univers des médias avec le Washington Post et cette keynote de Jarrod Dicker, média exécutif, qui nous détaille The Prime, qui est la régie d'un nouveau genre du Washington Post. Merci à nos intervenants.